Alors, bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Donc, bon, je vous dis bonjour parce vous êtes là depuis un petit moment, donc on va vous faire un petit peu patienter. En revanche, ce que j'aimerais bien, c'est que l'un ou l'autre d'entre vous me disiez si vous nous voyez et si vous nous entendez bien, de manière à ce qu'on. Alors, vous avez sur la droite un petit possibilité d'écrire un chat. Hein, dans le chat, vous pouvez écrire vos commentaires ou vos questions. Donc, s'il vous plaît de me dire, je sais pas, par exemple Grégory, parce que j'ai vos prénoms, hein, mon Grégory ou Alexandra, je ne sais pas, mais dites-moi, écrivez-moi si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Comme ça nous permet de nous caler. Alors, est-ce qu'on a des petites réponses? Vraiment, ils ne entendent pas. Est-ce que vous nous entendez? Vous n'entendez pas. Tout est bien activé. Bien activé. Est-ce que vous nous entendez? J'espère que oui. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut nous dire si vous nous entendez bien en écrivant dans la partie chat que vous trouvez en bas de votre écran à droite? Nous avons des réponses positives. Ah, nous avons des réponses. Ah, merci. Ça apparaissait pas tout à l'heure, mais c'est bon. Merci beaucoup. Donc, c'est parfait. Donc, vous nous voyez, vous nous entendez, c'est déjà ça. Donc, on va patienter jusqu'à l'heure qui n'est pas tardée. Donc, il est 24, donc 4 petites 5-6 minutes pour attendre. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons 1 heure ensemble, à partir de 19h30 jusqu'à 20h30, et que donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire grâce au chat. Donc on répondra à vos questions soit par écrit, soit directement oralement, en fonction évidemment des questions, ou des commentaires d'ailleurs. On peut aussi vous manifester des commentaires par rapport à ce qui est dit. Soit on répondra tout de suite, soit on prendra un petit peu de temps en fonction du moment où vous avez la question. Parfois, dans les questions qui sont posées, dans le cours du webinaire, la réponse est donnée. Donc, à ce moment-là, on ne prend pas la question. Mais n'hésitez pas à vous manifester en question ou en commentaire. Et ça animera bien la session. Donc, n'hésitez pas, surtout à vous manifester. C'est important que vous puissiez participer à ce webinaire. Alors, OK. Il y a 11 personnes en ligne pour l'instant. Donc sachez que nous sommes 3 ensemble, hein, donc vous nous voyez une petite brochette de 3 personnes. Moi, c'est moi qui parle là. Et puis nous avons en ligne quelqu'un qui est notre grand témoin, donc lui il n'est pas présent avec nous, mais il est présent virtuellement. Donc il participera aussi à la discussion, on va vous expliquer comment tout à l'heure. Alors sachez aussi que le webinaire il est enregistré. Donc, vous pourrez tout à fait, si vous êtes obligé de partir avant ou en cours de route, vous aurez la possibilité de le revisionner puisqu'il sera disponible en replay. Vous en recevrez d'ailleurs assez vite le lien et puis après, il sera mis sur le site de la prévention médicale. Donc, vous pourrez le revoir autant de fois que vous voudrez si vous avez envie de revoir certains passages, il n'y a pas de souci. Et même d'en faire la promotion auprès de vos camarades, collègues. Comme ça, si d'autres personnes veulent le revoir, il sera en accès libre évidemment d'ici 10 jours.
crois que Michel, vous avez des papiers qui sont on entend vos papiers. Oui, oui, je viens de faire un petit bruit. Voilà, j'ai conscience d'avoir fait du bruit. C'est pas grave, hein, pour l'instant, c'est pas grave. C'est très indiscret. C'est pas grave pour le moment. Bon, je rappelle pour les derniers arrivés, donc là pour l'instant vous êtes 18 connectés, que donc vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire, hein, qu'on pourra y répondre, vos questions et vos commentaires, donc n'hésitez pas hésiter à participer, que ce webinaire donc est enregistré et que vous pourrez le revisionner en replay et qu'on va commencer dans 2 minutes pour commencer pile poil à l'heure, comme ça. Donc on a 1 heure ensemble, théoriquement on ne devrait pas dépasser. Si on dépasse, ce sera peut-être 5-6 minutes, mais guère plus. Compte à rebours est commencé. 29. C'est bien. Une connexion, c'est bien, c'est rare qu'on arrive, qu'on en ait autant en ligne d'un coup. Je pense que... Les gens arrivent en plus, il y a des gens qui vont arriver progressivement parce que beaucoup de cabinets et cliniques finissent leur consultation à 19h. Le temps de. Donc, à mon avis, ils vont se. Écoutez, il est 19h30, donc on va pouvoir démarrer. Donc, je vais moi je donc Marie-Christine Moll, je m'occupe du site de la prévention médicale, qui est une structure qui s'intéresse aux risques dans les professions de santé, alors aussi bien humaines que animales. Et donc, chaque année, nous avons au moins un webinaire qui porte sur la profession vétérinaire, sur différents aspects, généralement d'ailleurs avec Michel, qui est parmi nous aujourd'hui en tant que grand témoin. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui intéresse bien évidemment les professionnels de santé, tous. Nous, en tant que médecins, évidemment, ça nous intéresse beaucoup, mais ça intéresse aussi les professions vétérinaires. D'ailleurs, j'ai découvert avec petit étonnement que les professions vétérinaires étaient beaucoup touchées par notamment le burn-out et les suicides. Et donc, on va en discuter par rapport à cette répartition, par rapport à la population générale. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir donc 3 personnes que je vais laisser se présenter. Donc, d'abord, il y a le docteur Louise Barre, qui est médecin, docteur vétérinaire. Oui, je suis vétérinaire. Voilà, le professeur Didier Truchot qui va se présenter aussi. Et donc, Michel Bossier, qui est notre vétérinaire relais dans nos activités sur le site de la prévention médicale et sur le risque dans les activités vétérinaires. Donc, Corinne, peut-être commencer par vous présenter. Donc, moi, je suis vétérinaire en exercice, en clinique généraliste canine depuis maintenant 38 ans. Et je suis en même temps élue au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et en charge de la mission prévention des risques, action sociale. Et à ce titre, j'ai piloté l'enquête sur les risques psychosociaux dans la profession vétérinaire avec à mes côtés Veto Entraide, une association que la plupart des vétérinaires connaissent très bien. Voilà. Monsieur Truchot. Bien, bonsoir. Merci pour votre invitation. Donc, je suis Didier Truchot, je suis professeur de psychologie sociale à l'Université de Franche-Comté et mes recherches portent essentiellement sur les processus socio-cognitifs qui relient le travail à la santé.
Donc, quelles sont les conditions de travail, quels sont les facteurs liés à l'environnement de travail, quels sont les facteurs liés au contenu du travail qui impactent sur la bonne ou la mauvaise santé des différents groupes professionnels. Donc, j'ai travaillé sur des groupes tels que les exploitants agricoles, les patrons d'entreprises, mais j'ai beaucoup travaillé sur les professionnels de la santé et en particulier, donc récemment, sur les vétérinaires. D'ailleurs, vous nous parlez d'une enquête qui a été menée conjointement, enfin de façon quadripartite avec votre université, donc de Franche-Comté, l'Ordre des vétérinaires et puis l'association Vétérentraide, qui fait partie aussi de cette étude. Alors, on laisse Michel aussi se présenter, peut-être Michel. Voilà, Michel Bossier. Eh bien, écoutez, moi, je vous réponds de Montceau-les-Mines, une ville absolument charmante au cœur de la Bourgogne et dans les verts pâturages du Charolais, où j'ai exercé comme omnipraticien pendant une trentaine d'années. Et également, je suis ici présent et je pourrais répondre également en tant qu'ancien président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Voilà. Merci beaucoup donc de votre présence. Donc on va essayer de commencer donc ce webinaire. Donc un petit tour d'horizon peut-être d'abord de la profession. Comment est-ce qu'elle a évolué depuis quelques années? Alors, donc on va faire une présentation assez rapide de la profession vétérinaire, en particulier parce que dans les inscrits, on a quelques personnes qui ne sont pas vétérinaires. Les chiffres sont tous extraits de l'Atlas démographique de la profession vétérinaire 2022. Donc, à l'heure actuelle, pour les vétérinaires en exercice, donc inscrits au tableau de l'ordre, et vous verrez ensuite qu'ils ne représentent pas tous les vétérinaires, puisqu'il y a bien d'autres aspects à la profession. Dans la base, on a environ 20 200 vétérinaires inscrits à l'ordre, avec 11 540 femmes et 6 657 hommes. On a atteint la parité, je me souviens, en février 2017. C'est-à-dire que jusqu'en février 2017, la tendance était inverse et on se doutait qu'elle allait basculer dans l'autre sens. Vous avez la pyramide des âges et donc vous voyez que les vétérinaires hommes sont souvent des vétérinaires de plus de 45 ans, alors que c'est la jeune génération des nouveaux inscrits qui représente la part féminine. Sur cette diapo, je vous ai mis aussi les répartitions des vétérinaires parce que j'ai trouvé que cette diapo était intéressante, en particulier pour mettre en évidence les grandes zones de tension sur le maillage vétérinaire, qui est une problématique qui, de toute façon, ne peut pas être traitée indépendamment aussi de la problématique des risques psychosociaux. Les tensions, c'est les zones rouges, je suppose qu'on ne voit pas bien les chiffres sur le… Donc, il y a des tendances qui ressemblent un petit peu à celles de la santé, d'ailleurs, humaine, puisqu'il y a, vous parlez de la féminisation. Donc, oui, une forte féminisation de la profession, deux grandes tendances. Donc, cette féminisation, avec… on le verra ensuite, je vous ai mis les statistiques des étudiants dans les écoles vétérinaires, donc une forte proportion de filles. Et la deuxième grande tendance, c'est l'abandon de l'exercice libéral au profit d'un exercice salarié, du moins pendant les premières années d'exercice, puisque ensuite ça se rééquilibre un petit peu. Et donc, au niveau de la diapo, sur le cadran à gauche, vous voyez cette évolution avec sur la démographie, donc plus 20% de femmes qui rentrent dans la profession, alors que chaque année on perd des hommes. Et sur les tableaux de droite, on voit que ça reste stable sur la population des hommes au niveau de l'activité libérale, et que en fait l'entrée des jeunes inscrits, et en particulier des femmes dans la profession sur les premières années, favorise le salariat. Est-ce que c'est lié au fait que le fait qu'il y ait un salariat plus important, qui est lié en fait à un développement des structures telles que des hôpitaux vétérinaires ou des grosses cliniques vétérinaires? Ou est-ce que ça a pas Alors, d'impact? c'est sans doute un petit peu tôt pour le dire, parce que l'apparition des très grosses cliniques, des regroupements de cliniques, avec un management un petit peu pyramidal,
et l'embauche de salariés est quand même un phénomène assez récent. En plus, on a aussi un système d'exercice qui est celui de la collaboration libérale dans notre profession. Et donc, on a pas mal de cliniques qui favorisent l'entrée de jeunes sous le statut de collaborateur libéral. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec la féminisation de la profession? Sans doute, très probablement. Parce que pendant de nombreuses années, nos consoeurs étaient sans doute moins bien protégées dans le cadre d'un arrêt maternité. Et donc, sur nos premières années, on avait une tendance à choisir le salariat. Pas mal d'études montrent qu'à l'heure actuelle, on va vers une protection très, très nettement améliorée dans le cadre des arrêts maternité. La deuxième chose, c'est qu'on continue à avoir une demande de travail à temps partiel, en particulier de la part de la profession féminine, et que, par exemple, pour la collaboration libérale, le travail à temps partiel n'est vraiment pas avantageux puisqu'on a des effets de seuil sur un certain nombre de cotisations. Donc, je pense aussi que c'est une tendance actuelle, en particulier chez les jeunes diplômés, dans un premier temps, de vouloir travailler en tant que salarié pour ne pas avoir toutes les charges administratives, pour en fait se libérer aussi du temps de vie et pour essayer de correspondre à des horaires de travail un petit peu plus réguliers que dans l'exercice libéral. Après, progressivement, ils évoluent vers une demande d'exercice libéral parce qu'ils restent motivés dans leur travail et ils ont envie un petit peu de créer quelque chose qui leur appartient. Alors, il y a une répartition différente des métiers de vétérinaire, tellement c'est assez diversifié. Alors, ben oui, les métiers vétérinaires, en fait, sont extrêmement diversifiés. Le diplôme ouvre une multitude de voies. C'est un diplôme qui, sur le marché du travail, à l'heure actuelle, garde toute sa valeur. Dans les vétérinaires en exercice clinique, on répartit les vétérinaires en animaux de compagnie, en équidés, les vétérinaires en animaux de rente. Et ce qui est remarquable, en fait, c'est la perte de diplôme de vétérinaires exerçants et qui déclaraient une compétence animaux de rente sur les 5 dernières années. En fait, les vétérinaires qui quittent le tableau au moment où ils partent à la retraite sont de façon significative moins facilement remplacés dans les zones rurales et dans l'exercice en animaux de rente, d'où toutes les études et les prospectives faites en ce moment sur le maillage vétérinaire pour garder un maillage vétérinaire permettant de remplir notre rôle en santé publique et notre rôle auprès des animaux de rente, parce que le vétérinaire n'est pas que le vétérinaire des chiens, des chats et des nouveaux animaux de compagnie. On a un certain nombre de vétérinaires spécialistes, quelques vétérinaires qui exercent en filière organisée, et puis ensuite, il y a d'autres vétérinaires qui vont exercer dans la santé publique, dans les laboratoires d'analyse publique ou les laboratoires d'analyse privés, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans la recherche, dans les armées. Et c'est vraiment toute cette population de vétérinaires qu'on a tenu à questionner au moment où on a lancé l'enquête sur la santé psychologique, c'est-à-dire que on aurait envoyé le lien co-vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, puisque en fait l'inscription au tableau de l'ordre est une condition à la possibilité d'exercer la médecine et la chirurgie. On aurait en fait oublié toute cette partie-là de la profession. Donc, par d'autres biais, on a renvoyé le lien aux inspecteurs de la santé publique, aux laboratoires, par tous leurs syndicats, par leurs tutelles aussi, qui ont accepté de relayer l'enquête. Alors, le questionnaire, dans les verbatims, on a bien vu que de temps en temps, on nous expliquait qu'il n'était pas forcément
énormément adapté à des ISPV, donc des vétérinaires inspecteurs de la santé publique, hein. Mais leur réponse était quand même extrêmement intéressante. Et c'est vrai que c'est toute cette profession-là qu'on a essayé de joindre. Alors, en quelques mots, les écoles, un petit peu de quelques mots. Parce qu'il y a... Alors, les écoles, eh ben, on retrouve exactement les mêmes tendances, c'est-à-dire à l'heure actuelle, on a 4 écoles nationales vétérinaires publiques et une école privée qui s'est ouverte en 2022. Et vous voyez que au niveau de l'entrée en première année de cursus vétérinaire, eh ben, on a une grosse proportion de filles par rapport aux garçons. Les écoles se penchent sur la question, qui n'est pas un problème, mais enfin, essayent de comprendre pourquoi. Est-ce que les filles, dorénavant, sont plus attirées par cette profession que les garçons? Est-ce que leur mode de fonctionnement leur permet de réussir le concours et d'arriver en tête? Il y a plein de raisonnements en sachant que ce n'est pas une spécificité française, puisque quand on regarde aux États-Unis, par exemple, dans les écoles vétérinaires, on a 80% de filles. Donc, c'est un phénomène qui est international. Et puis, ça a un lien aussi avec les métiers de la santé en général, parce que côté humain, on a aussi beaucoup de féminisation. Il y a pas mal de métiers, hein, comme ça, avec une grosse féminisation. L'enseignement, les avocats, la médecine, les sociétés. Oui, tous ces métiers de service semblent attirer plus les filles. Alors, je ne sais pas s'il faut dire un mot de rémunération. Alors moi je l'avais mis, c'était la rémunération moyenne et en fait on note une rémunération moyenne des femmes inférieure à celle des hommes liée à plusieurs facteurs, hein. Effectivement il y en a plus qui exercent en salarié, donc les revenus sont sans doute un petit peu différents parce qu'en exercice salarié avec l'égalité des salaires, ça ne va plus jouer. Le fait aussi qu'il y a pas mal d'exercices à temps partiel chez les femmes. C'est vrai que en tant que responsable de l'action sociale, je reçois régulièrement un certain nombre de demandes et je me rends compte que quand les femmes se trouvent en difficulté, très très souvent, elles ont pendant de nombreuses années ralenti leur exercice. En particulier après la naissance du premier ou du deuxième enfant. Et elle porte encore un gros poids sur la répartition des tâches, l'éducation des enfants, la répartition des tâches ménagères, la gestion de la santé de la famille, alors, j'allais dire qu'il les pénalise. Je ne sais pas si ça les pénalise, hein, parce que pour beaucoup, c'est des choix qui se font au niveau du couple, mais le résultat est là. Alors, on va passer donc à cette fameuse enquête. Moi, quand j'ai lu PowerPoint, j'ai trouvé ça intéressant, mais surprenant de savoir que finalement, le vétérinaire, comme le médecin, était sujet au burn-out, ou même peut-être plus. Et donc, il y a des résultats évidemment internationaux, mais du coup, cette enquête va faire le point sur le niveau de ce burn-out chez la population vétérinaire française. Donc, on vous laisse nous en parler, Didier, puisque c'est vous qui avez avec le groupe là, de cette enquête. Oui, entendu. Donc, effectivement, cette enquête est partie de plusieurs constats. D'une part, le constat que faisait le Conseil national de l'ordre et Veto Entraide, constat selon lequel il y avait un certain nombre de vétérinaires qui se plaignaient des souffrances psychologiques qu'ils pouvaient rencontrer sur leur lieu de travail. Et puis, constat également d'un nombre important de suicides chez cette profession vétérinaire. Donc, à partir de là, dans un premier temps, on a regardé la littérature internationale. Quand on démarre une étude, on regarde toujours ce qui a été déjà fait pour ne pas refaire ce qu'on savait déjà ou pour se servir de ce qu'on savait déjà. Et effectivement, les données montraient qu'au niveau international, chez les vétérinaires, il y a un burn-out élevé. Il y a un risque de suicide qui est 2 fois plus élevé qu'auprès de la population générale. Alors, il faut faire attention quand on compare un groupe professionnel avec la population générale parce que
on ne compare pas toutes choses égales par ailleurs. Au niveau de la population générale, on ne va pas retrouver forcément des caractéristiques déterminantes, on ne va pas retrouver forcément le même niveau économique, le même niveau d'études, etc., etc. Toutefois, quand on compare les vétérinaires avec des groupes professionnels comparables, comme par exemple les médecins, les dentistes, qui sont des groupes professionnels chez lesquels il y a un suicide important, eh bien, on s'aperçoit que chez les vétérinaires, il y a un taux de suicide plus important encore que chez les médecins généralistes ou que chez les dentistes, donc groupes professionnels réputés à risque. Alors, sur la méthode, donc, on a parlé un petit peu d'échantillonnage et des représentations des différentes du sexe, des sexes masculins et féminins. Donc, j'ai eu beaucoup de verbatim aussi qui sont intéressants à Alors, en fait, on a mené une étude qui était ce qu'on appelle maintenant des études mixtes, c'est-à-dire qu'on a à la fois mené des entretiens dans un premier temps, auprès d'une quarantaine de vétérinaires, et puis qui venaient de toute la France. Et ensuite, dans notre questionnaire, on a, dans la dernière page du questionnaire, qui est un questionnaire assez long, on a laissé la parole aux vétérinaires, c'est-à-dire qu'on leur demandait dans quelle mesure ils voulaient rajouter un certain nombre de choses, de sentiments, d'expressions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré que le questionnaire soit particulièrement long, avec des échelles, des questions, des items un peu sombres, hein, puisqu'on parlait de suicide, de burn-out, etc. Eh bien, malgré ça, nombreux sont les vétérinaires qui ont pris leur plume pour nous écrire un certain nombre de choses. Ce qui fait que on a plus d'une centaine de pages de verbatim, plus la retranscription des 40 entretiens d'1h30 avec des vétérinaires. Donc, on a à la fois des résultats qui sont des résultats liés au questionnaire et puis des résultats liés au plus qualitatif avec ces verbatim. Alors, un petit mot peut-être, oui. Ah non, pardon. Vous voyez lever la tête, Michel, mais non. Okay. Oui, alors un petit mot avant de la suite pour représenter un petit peu l'étude. Dans cette étude, donc, l'objectif, c'était de comprendre quel était le degré de burn-out, quel était le degré d'idéation suicidaire chez les vétérinaires, mais nous cherchions à comprendre également quels étaient les facteurs qui étaient liés à ces idéations suicidaires et à ce burn-out. Donc évidemment, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est dans quelle mesure des facteurs liés au contenu et à l'environnement du travail, ce qu'on va appeler des stresseurs, dans quelle mesure ces stresseurs professionnels engendraient du burn-out et des idéations suicidaires. Mais on sait parfaitement que d'autres facteurs peuvent jouer sur le burn-out et les idéations suicidaires, par exemple des facteurs de personnalité. D'ailleurs, souvent on nous dit « Ah oui, si les gens ont du burn-out, si on a envie de se suicider, ce sont les plus faibles, ce sont des personnalités fragiles, etc. » Donc, on a pris en compte également des facteurs de personnalité. On a pris en compte également des troubles somatiques, parce qu'on sait que des douleurs chroniques peuvent engendrer de la dépression, peuvent engendrer des états psychologiques et peuvent engendrer des idéations suicidaires. On a pris également en compte les événements de vie, parce que un divorce, un handicap qui survient, le décès d'un proche, etc., peuvent également engendrer des états psychologiques proches de la détresse ou des états psychologiques qui sont carrément de la détresse. Donc, ce qui nous a intéressé dans cette étude, ce qu'on a cherché à savoir, c'est quel était l'impact des stresseurs professionnels une fois que l'on prend en compte en même temps les autres facteurs qui peuvent conduire au burn-out et aux idéations suicidaires. Donc, autrement dit, quelle était la part relative de ces facteurs professionnels? Est-ce que quand on prend en compte les événements de vie, la personnalité, les douleurs chroniques, physiques, etc., est-ce que quand on prend en compte l'ensemble de ces facteurs, est-ce que les facteurs liés au travail expliquent encore une partie du burn-out, des idéations suicidaires? C'était ça une des grandes questions donc, que l'on se posait. Donc, effectivement, comme vous le voyez sur cette diapo, on a un nombre important. Donc, on a construit un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des vétérinaires inscrits à l'ordre. Corinne a expliqué tout à l'heure. Et puis, on a 3244 vétérinaires qui ont répondu.
ce qui représente 17,5% de la profession, ce qui est pas mal du tout, vu la longueur du questionnaire. En fait, il y a plus de 6000 vétérinaires qui ont répondu, mais un certain nombre ont lâché prise et n'ont pas répondu jusqu'à la fin. Donc, on a pris en compte ici que les questionnaires qui étaient entièrement renseignés. On a un taux de femmes plus important que, pardon, le pourcentage de femmes qui a répondu est plus important que celui qui existe dans la profession, puisqu'on en a 68% de femmes qui ont répondu, alors que elles sont, en 2021, elles étaient 55% dans la profession. Mais ça, c'est un phénomène que l'on observe dans toutes les études sur la santé. Les femmes répondent davantage que les hommes sur toutes les études concernant la santé, que ce soit au travail ou dans la vie privée. Alors, donc on a pas mal abordé le sujet des femmes, donc peut-être qu'on va passer rapidement. Oui. En revanche, on tient récemment de donner un peu une définition du burn-out, parce que bon, tout le monde parle du burn-out, mais sait-on vraiment ce que c'est? Alors, que ça correspond en fait. Hein. Alors, le burn-out, eh bien, correspond. Alors là, la définition qui est affichée là, c'est la définition que l'on retrouve dans 90% des études publiées dans des revues à comité de lecture, dans des revues scientifiques. Donc, c'est une définition que l'on doit à deux collègues américaines, Christina Maslach et Susan Jackson. Elles définissent le burn-out comme un syndrome psychologique qui a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel, c'est le sentiment, la sensation d'être vidé de ses ressources émotionnelles. La personne n'a plus de jus, n'a plus de ressources, n'a plus aucune motivation pour son travail. Elle a des états qui sont des états dysphoriques, le contraire de l'euphorie, des états proches de la dépression. Et donc, alors que souvent c'était des individus qui étaient particulièrement motivés pour leur boulot, eh bien on voit des personnes qui se désengagent petit à petit. Donc ça, c'est la première dimension du burn-out, l'épuisement émotionnel. C'est par cette dimension-là, par cet état-là, que le burn-out va s'installer. Et puis, comme la personne n'a plus les ressources pour répondre aux exigences de son boulot, elle n'a plus les ressources pour répondre aux exigences de ses collègues, de ses patients, de ses clients, eh bien, elle va se défendre de cette situation-là de manière assez inadaptée en adoptant des attitudes cyniques, des attitudes qui consistent à dépersonnaliser la relation avec l'autre. Comme je ne peux plus répondre aux exigences de mes étudiants, eh bien, je vais être cynique, je vais dire qu'après tout, ils sont tous ballots, voire pire encore, etc., etc. Donc, le cynisme, c'est une stratégie de défense mal adaptée au burn-out. Et puis, la troisième dimension, eh bien, c'est l'absence d'accomplissement personnel au travail, c'est-à-dire que je m'étais engagé dans une profession vocationnelle, hein, j'ai choisi cette profession-là. Finalement, je me suis épuisé dans cette profession-là. Je ne trouve plus l'occasion d'exercer mes compétences, d'en développer une nouvelle, et donc j'ai un accomplissement personnel qui est réduit. Alors, on avait des comparatifs par rapport à d'autres populations aussi que vous avez apportés. Oui. Donc, alors, chez les vétérinaires, donc on a étudié ces questionnaires. Et chez les vétérinaires, le constat est que il y a un burn-out particulièrement élevé. Si on prend l'épuisement émotionnel qui est en bleu et le cynisme qui est en rouge, c'est vraiment le noyau dur du burn-out. On s'aperçoit que dans ce groupe professionnel, il y a un burn-out qui est plus élevé qu'un échantillon de référence et plus élevé qu'un échantillon d'exploitants agricoles, de plus de 2000 exploitants agricoles sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années. Donc, premier constat, en France, en 2021-2022, c'était 2021, on a un burn-out élevé chez les vétérinaires. Petite précision peut-être, c'est un questionnaire qui avait été envoyé au mois de juin, donc avant les vacances, on peut peut-être penser qu'il y avait un degré de fatigue important, et puis c'était la sortie de la Covid, donc peut-être que ces éléments-là, ces contextes-là ont contribué à augmenter
un peu le burn-out par rapport à, je dirais, un état normal, habituel. Mais en tout cas, on a toujours un burn-out élevé. On est sur une étude longitudinale, là, on vient de refaire une deuxième étude. Le burn-out est un peu est moindre, mais il reste toujours particulièrement élevé. Il y a des caractéristiques qui sont relatives aussi peut-être à l'âge, à l'exercice. Oui. Alors, comme on le voit sur ce tableau, sur ce graphique sur la droite de l'écran, on voit que aujourd'hui, donc en 2021, il y a une différence entre les différentes tranches d'âge. En fait, j'ai coupé l'échantillon en 4 parties égales, c'est-à-dire que les 25% les plus jeunes, les 25% suivants, les 25% entre, etc., jusqu'aux 25% les plus âgés. Eh bien, comme vous le voyez, aujourd'hui, ce sont les plus jeunes qui ont le burn-out le plus élevé. Il s'agit ici de l'épuisement émotionnel, suivi par les 25% les plus, un peu plus vieux. Et au fur et à mesure qu'on s'adresse à des tranches d'âge plus âgées, le burn-out descend. Alors, ça ne veut pas dire que le burn-out est corrélé à l'âge. On ne sait pas quel était le degré de burn-out des plus vieux il y a 40 ans. Et on ne sait pas quel sera le burn-out des plus jeunes lorsqu'ils auront 50 ans, 60 ans, etc. Mais ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui, c'est que si vous prenez au hasard un vétérinaire qui a plus de 60 ans, il est plus probable qu'il ait un burn-out un épuisement émotionnel relativement faible. Et si vous prenez au hasard un vétérinaire qui a entre 20 et 40 ans, il est plus probable qu'il ait un épuisement émotionnel relativement élevé. Ce qui est important de noter aussi, c'est que le burn-out est plus élevé, l'épuisement émotionnel est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Étant donné que la profession se féminise, c'est important de noter ce résultat-là, mais ce n'est pas spécifique aux vétérinaires, c'est un résultat qu'on observe dans à peu près tous les groupes professionnels. Au niveau de l'épuisement émotionnel, chez les médecins, chez les dentistes, chez les exploitants agricoles, les femmes ont un épuisement émotionnel toujours plus élevé. On l'attribue au fait que elles sont souvent dans des conditions de travail qui sont plus difficiles, elles font face à tout un ensemble de stéréotypes. Est-ce qu'on peut le lier à ceci? Tout à fait. C'est-à-dire que les femmes font face à des stéréotypes. Je me souviens, je donnais une anecdote personnelle. Mon épouse, qui dirige une boîte de 150 personnes, un jour, pour lui faire un compliment, on lui a dit « Tu mériterais d'être un homme ». Donc, voilà, ça illustre parfaitement ça illustre parfaitement cette situation-là, c'est-à-dire, voilà, une femme qui est capable de dire, ben non, elle mériterait d'être un homme, quoi. Elle bosse comme un mec, elle en a dans le falzar, quoi. Donc, voilà, les femmes ont affaire à toujours ces stéréotypes-là, qui sont des stéréotypes qui durent, effectivement, et c'est pas facile pour elles de montrer que quand elles ont des capacités, c'est pas naturel, quoi. Ma femme fait 1m65 et 48 kg, je précise. Le soutien social est un élément important, si je suppose, dans la capacité de résilience par rapport au burn-out. Oui, alors effectivement, le soutien social, c'est une des 3 ressources fondamentales au travail. On a 3 ressources fondamentales au travail, c'est avoir du contrôle sur la profession, ressentir un sentiment de justice dans sa profession et puis avoir un soutien social. Et on sait que le couple, le fait d'être les gens qui vivent en couple, généralement, sont en meilleure santé, sont moins dépressifs, vont bien mieux que les gens qui vivent seuls. Alors, quand on regarde sur cette diapo-là, on s'aperçoit que les scores d'épuisement, le fait d'être en couple, chez les vétérinaires, ne bénéficie pas aux femmes, puisque qu'elles vivent seules ou qu'elles vivent en couple, eh bien, le score d'épuisement émotionnel est le même. Alors que chez les hommes, c'est pas du tout la même chose, puisque chez les hommes, ceux qui vivent seuls ont plus de burn-out et ceux qui vivent en couple ont moins de burn-out. Donc, voilà, vous savez à quoi vous en tenir, hein, mesdames, et vous aussi, messieurs, qui nous regardez. Donc, le couple bénéficie davantage aux hommes, elle ne bénéficie pas aux femmes. C'est parce que les femmes apportent plus de soutien que les hommes? Oui, sans doute que les femmes apportent plus de soutien, il y a des études qui montrent que au niveau de la longévité, les femmes, qu'elles vivent en couple ou pas, ont une longévité
toujours la même, alors que les hommes qui vivent seuls ont une longévité moindre, et quand ils vivent en couple, ils ont une meilleure durée de vie que lorsqu'ils vivent seuls. Donc, les hommes bénéficient de la part affective, de la part des précautions que les femmes ont en matière de santé, etc. Si je puis me permettre d'intervenir en tant que grand témoin, je dois vous dire que j'ai souvent entendu mes confrères masculins dans ma région, vous voyez, exercice en Charolais, exercice réputé physique et difficile, disons, affirmer qu'ils pouvaient continuer à faire ce métier difficile grâce au soutien que leur apportait leur épouse. Oui. Je l'ai très souvent entendu. Dans les écrits des vétérinaires, effectivement, les écrits en fin de questionnaire, on a ce genre de propos aussi. Je peux tenir grâce à ma femme, etc. Donc, je reconnais que j'ai toujours pu exercer à temps complet parce que j'ai eu un gros soutien de mon mari. C'est bien. Donc, on a aussi le mode d'exercice qui doit jouer évidemment un rôle. Oui. On va aller un peu plus vite là-dessus peut-être. Alors, en ce qui concerne le mode d'exercice, eh bien, on s'aperçoit que les vétérinaires qui exercent en milieu rural, comparativement à ceux qui exercent en milieu semi-urbain ou en milieu urbain, ceux qui exercent en milieu rural ont moins d'épuisement émotionnel que les autres. Alors, comment expliquer ce phénomène-là? Il y a moins de femmes que d'hommes en milieu rural, donc ça peut être une explication. Et on le verra tout à l'heure, en milieu, les vétérinaires qui exercent auprès d'animaux de compagnie ont plus de burn-out que les autres, donc il y a plus de vétérinaires qui exercent auprès d'animaux de compagnie en milieu urbain qu'en milieu rural. On est d'accord, Corinne? Donc, ça explique qu'on ait ces résultats, ce type de résultats. Alors, effectivement, quand on compare les différentes professions, on a des inégalités, on a des différences en termes d'épuisement émotionnel, puisque l'épuisement émotionnel est plus élevé lorsque on s'adresse à des vétérinaires qui exercent auprès des animaux de compagnie ou des nouveaux animaux de compagnie. L'épuisement émotionnel est moindre dans un certain nombre de professions, ceux qui ont un exercice mixte, ceux qui ont un exercice exclusif animaux de rente, les fonctionnaires, mais Corinne l'a dit tout à l'heure, notre questionnaire n'était pas forcément le plus adapté pour les questionnaires, ceux qui exercent en élevage industriel, ça c'était une surprise en tout cas pour moi, les enseignants-chercheurs, mais comme les fonctionnaires, c'était pas forcément le questionnaire le plus adapté, et ceux qui exercent en équine, en industrie, laboratoire privé, les spécialistes se situent in between, se situent entre tout le monde. Alors peut-être que en ce qui concerne l'exercice mixte, on a la même chose. Alors, toute chose très inégale par ailleurs chez les médecins, c'est que les médecins qui diversifient leur activité sont des médecins qui vont bien mieux que les autres médecins. Donc ça, c'est peut-être un facteur aussi. Et puis, on le verra tout à l'heure avec les animaux de compagnie, c'est vrai que les vétérinaires qui exercent auprès de ces animaux-là et de leurs maîtres sont confrontés davantage à des exigences importantes, sont confrontés aux émotions, à la gestion des émotions de leurs patients, et ceci peut expliquer cela. Alors, il y a une petite différence entre ceux qui sont salariés et ceux qui exercent en libéral. Alors, on a une bonne différence, on a une différence importante au niveau des données quantitatives, des données chiffrées et également des verbatim. Les salariés, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, ont un épuisement émotionnel et un cynisme plus élevé que ceux qui exercent en libéral. Alors, les salariés évoquent beaucoup des conditions de travail compliquées, évoquent beaucoup des relations pas toujours très fluides, on va dire, avec leur patron, évoquent éventuellement une sorte un mauvais management, on va dire, de la part de leur direction.
Avec peut-être aussi des problématiques de charge, d'astreinte, de garde, parce que j'ai constaté Alors, que les gens ne pensaient pas en avoir autant quand ils ont enfin la oui, profession. alors en ce qui concerne, alors on a regardé comme caractéristique également l'influence de la charge de travail. Alors on n'a pas la charge de travail objective. Ici on prend des caractéristiques objectives telles que l'amplitude horaire, telles que le nombre de clients par jour, telles que le nombre de jours de congé. On a des corrélations positives entre ces différentes dimensions et le burn-out. Ceci étant, vous le voyez, ce ne sont pas des corrélations très élevées et elles sont significatives, mais d'un point de vue statistique, je vous épargne tous les détails statistiques, mais dès qu'on a plus de 1000 personnes, une corrélation faible devient significative. Donc voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne les gardes, comme vous posiez la question, on n'a pas véritablement, au niveau statistique, de lien fort entre les gardes et le burn-out. Mais on verra qu'il y a un lien quand même entre les gardes et les idéations suicidaires. On pourra sans doute expliquer pourquoi. Mais en tout cas, au niveau des verbatims, les vétérinaires se plaignent énormément des gardes qu'ils trouvent particulièrement épuisantes physiquement, usantes psychologiquement. Les gardes entravent le lien entrave la vie familiale. Et on verra que ce problème de la vie familiale est particulièrement prégnant chez les vétérinaires. Sans doute, sans doute aussi que les gardes font partie des attentes déçues, c'est-à-dire qu'on sait que on a une certaine image quand on rentre dans la profession, qui a le choc de la réalité, et quand la réalité ne correspond pas du tout à nos attentes, eh bien, ça fait un choc, et ça peut produire du burn-out. Donc, c'est vrai que les vétérinaires ne s'attendaient pas à faire autant de gardes, d'en faire aussi avec une fréquence aussi importante, et avec les problèmes de temps de récupération. La récupération, c'est un problème psychologique, c'est un problème physique, c'est un problème physiologique qui est important, qu'on étudie en psychologie et qui conduit par exemple chez les pompiers volontaires à ne pas s'engager au bout de 5 ans dans la profession de pompier parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps de récupération. Donc ça, c'est un facteur qui est particulièrement important. Donc cette question des gardes est une question, et des astreintes est vraiment une question à travailler dans cette profession de vétérinaire. Alors, vous avez identifié 8 grands facteurs de stress. Oui. Donc, on va peut-être les débugger un petit peu les uns pour les autres. Alors, donc, l'objectif, c'était, je l'ai dit en introduction, l'objectif, c'était de repérer les stresseurs professionnels. Quels sont les stresseurs professionnels qui sont présents dans la vie de tous les jours des vétérinaires et quel était le lien entre ces facteurs, ces stresseurs professionnels et burn-out et idéation suicidaire. Alors, un petit mot de méthodo tout simple pour qu'on comprenne bien les choses. En fait, dans les entretiens que nous avons menés avant de rédiger le questionnaire, et dans la littérature internationale, nous avons repéré un certain nombre on va appeler ça de stresseurs, de facteurs de stress. Par exemple, je suis sans arrêt dérangé par le téléphone, par exemple, je suis confronté à des clients qui maltraitent leur animal, je suis confronté à des euthanasies de complaisance, de confort, etc., etc., etc. Donc, on a relevé tous ces facteurs-là, on en a relevé une cinquantaine, et on les a introduits, ils étaient dans le questionnaire. Et ensuite, avec un certain nombre d'analyses statistiques qu'on appelle des analyses factorielles, eh bien, on a regardé comment ces 50 stresseurs se regroupaient entre eux, et ces stresseurs, effectivement, se regroupent en 8 facteurs de stress. Donc, on va différencier, vous voyez, important, les facteurs de stress ou les stresseurs d'un côté, donc ce sont les causes, et le stress de l'autre côté, qui est le burn-out ou les idéations suicidaires. Donc, on va les dérouler. Voilà. Donc, les facteurs de stress. Le premier facteur, le plus important, c'est la charge de travail. La charge de travail perçue. Et parallèlement à la charge de travail, ou en même temps plutôt que la charge de travail, ce qui ressort, c'est le débordement de la vie professionnelle sur la vie privée. C'est un facteur qui s'exprime à travers des items du type « mon travail rend difficile la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, ma profession m'empêche d'avoir des activités extra-professionnelles, j'arrive tôt à la clinique et je termine tard le soir, etc. » Et c'est un facteur donc, qui est le plus fortement associé
à l'épuisement émotionnel et aux troubles du sommeil, et c'est le facteur le plus fortement, le second facteur le plus corrélé aux idéations suicidaires. Ceci étant, c'est un facteur qui n'est pas spécifique à la profession vétérinaire. Je le retrouve, quelle que soit la profession, des exploitants agricoles, des opérateurs d'usines et tous les groupes de soignants que j'ai pu étudier, auprès desquels j'ai pu mener des études. La charge de travail revient vraiment comme le facteur majeur de stress, de burn-out. Alors, le deuxième facteur, il est plutôt lié à l'acte de soin, c'est-à-dire qu'en fait, la Oui, peur de l'erreur. alors ce deuxième facteur, lui, est spécifique aux vétérinaires. On ne le retrouve pas forcément dans d'autres professions. C'est la peur de l'erreur. C'est le second facteur associé à l'épuisement émotionnel et aux troubles du sommeil, et c'est le premier facteur associé aux idéations suicidaires. Donc, craindre de faire des erreurs, appréhender de prendre une mauvaise décision clinique, se sentir testé, jugé par ses compétences. Alors, c'est un facteur qui est sans doute lié également au fait que dans la profession vétérinaire, et ça c'était déjà un tout petit peu étudié, j'ai trouvé 1 ou 2 études sur le sujet, par le fait que les vétérinaires sont perfectionnistes. Ça c'est sans doute une caractéristique de personnalité qui les caractérise, et c'est probable que cette peur de l'erreur soit liée à ce facteur de personnalité, mais c'est sans doute aussi lié au fait que notamment les vétérinaires qui travaillent avec des animaux de compagnie sont sous la pression des attentes, des exigences des propriétaires d'animaux. Alors, sur l'organisation du travail, il y a l'amorcellement du travail et la tension entre les collègues, puisqu'on a étudié les facteurs financiers. Vous nous en dire un petit mot? Donc, c'est troisième, quatrième et cinquième facteur. Alors, le travail morcelé, ça, c'est un facteur de stress que l'on retrouve dans toutes les professions. Les études menées par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail montrent que, en Europe, 70% des salariés se plaignent d'avoir un travail sans arrêt interrompu. Donc, un travail qui manque de sens parce qu'il n'y a pas de continuité. Donc ça, le travail morcelé, c'est le troisième facteur le plus associé à l'épuisement émotionnel et aux idéations suicidaires. C'est un facteur qui est également associé aux troubles du sommeil. Donc, je suis interrompu régulièrement dans mon travail, je suis sollicité en permanence, je suis confronté à des imprévus qui me désorganisent. Et donc, le facteur suivant, donc la question des tensions entre collègues, ça, c'est pas du tout spécifique aux vétérinaires. Je peux vous dire qu'à l'université, on en connaît quelque chose aussi. Donc, il existe des conflits entre certains membres de la clinique. Je suis amené à gérer des tensions. Il m'arrive de ne pas être en accord avec mes collègues. Et au niveau de l'étude longitudinale qu'on est en train de mener, c'est un facteur qui ressort bien, tout comme les tensions, tout comme la charge de travail. Et le financier aussi. Alors, le financier, oui, le facteur financier ressort également au niveau du longitudinal. Et ce facteur-là, ces craintes financières ne sont pas spécifiques aux libéraux. On le voit dans des affinements statistiques que l'on peut faire. Les salariés peuvent aussi craindre pour la bonne tenue financière de la clinique. C'est aussi une crainte qui les traverse. Donc, c'est quand même un facteur qui est associé fortement aux troubles du sommeil. Il n'est pas associé au burn-out, mais il est un peu associé également aux idéations suicidaires. Donc, en termes d'importance, c'est un facteur à prendre en compte. Après, il y a 3 facteurs qui sont vraiment liés, je pense, spécifiquement à la question vétérinaire, qui sont la maltraitance, la détresse ou la souffrance animale, et puis la crainte d'être blessé, parce que là, on est vraiment sur le métier. Tout à fait. Alors, ça, le 6e facteur que l'on retrouve en termes d'importance, c'est le fait d'être confronté à des propriétaires qui sont négligents, qui maltraitent leurs animaux, des propriétaires qui demandent des euthanasies de confort. Donc ça, c'est un facteur qui est peu associé modestement au burn-out. Il n'est pas lié aux idéations suicidaires, mais c'est un facteur qui demeure associé assez fortement aux troubles du sommeil. Et puis, donc, un autre facteur, alors qui demande une gestion des émotions, mais cette fois-ci différente, c'est être confronté à la souffrance animale, à la détresse des propriétaires. Donc, c'est un facteur relativement spécifique aux vétérinaires
Bon, on pourrait malgré tout faire des parallèles avec la médecine humaine, hein, être confronté à la souffrance, les questions d'empathie, les questions de fatigue compassionnelle sont des questions importantes en médecine vétérinaire, enfin en médecine humaine, mais sans doute également en médecine vétérinaire. Donc, être confronté à la détresse, être touché par la souffrance animale, etc. Des euthanasies qui mettent en difficulté. Donc, mais malgré tout, ce n'est pas un facteur fortement associé aux critères de santé psychologique que nous avions retenus. Contrairement à ce qu'on pense, finalement, la peur d'être blessé n'est pas tellement… non, alors la peur d'être blessé, ça ressort un petit peu au niveau de l'étude longitudinale, dont on vous parlera dans un an ou deux, si vous nous réinvitez. Donc, le fait d'appréhender, d'être blessé au cours d'interventions, de se sentir en danger face aux animaux, mais ce n'est pas le facteur, c'est vraiment le tout dernier facteur, et il a peu d'association avec les critères de santé que nous avons pu retenir. Alors, comme l'heure avance, on va aller un petit peu plus rapidement jusqu'à quelque chose qui est important, qui est, alors moi, un mot que je ne connaissais pas, le workaholisme et les envies suicidaires. Oui, alors… Je passe un peu vite, on va passer à la santé vétérinaire, vous l'aurez sur le diaporama. Okay. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? Oui, bien sûr. Donc, à propos de la santé des vétérinaires, c'est que finalement, j'avais dit au départ, ce qui nous préoccupait, c'était de montrer dans quelle mesure ces facteurs de stress et stresseurs professionnels, notamment les 8 que je viens d'énumérer, dans quelle mesure ces facteurs de stress continuaient à expliquer le burn-out et les idéations suicidaires une fois qu'on avait pris en compte les événements de vie, les douleurs chroniques, les facteurs de personnalité. Eh bien, on s'aperçoit que ces stresseurs professionnels continuent à expliquer une part importante du burn-out, des idéations suicidaires, une fois qu'on a pris en compte ces autres éléments facteurs d'idéation suicidaire et de burn-out. Donc, il y a bien à agir aussi sur les conditions de travail, si on veut. Ce n'est pas simplement un facteur de personnalité, ce n'est pas un facteur simplement d'accident de vie, c'est aussi lié à des problèmes professionnels. Alors, le workaholisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le workaholisme, ça a été mis en évidence dans les années 70. C'est alors dire que c'est un facteur de personnalité, en tout cas, bon, le débat, on peut en débattre, mais c'est un petit peu pour le moment prématuré de parler d'un facteur de personnalité. En tout cas, on va dire que c'est une attitude qui se développe progressivement et qui est une forme d'addiction au travail. C'est-à-dire que l'individu qui est workaholic, c'est un individu qui non seulement travaille de manière excessive, mais on peut travailler de manière excessive pour plein de raisons. Ça peut être parce que il faut que je réponde aux exigences de mon boulot, parce que il faut faire tourner la boutique, parce que, etc., etc. Mais le workaholic, c'est non seulement quelqu'un qui travaille excessivement, mais c'est quelqu'un qui travaille de manière compulsive, de manière obsessionnelle, quelqu'un qui ne peut pas se détacher de son boulot. Quand il ne travaille pas, il continue à penser à son boulot. Quand il ne travaille pas, eh bien, il culpabilise et il n'est jamais disponible pour sa famille, il n'est jamais disponible pour ses loisirs parce qu'il continue à penser à son boulot, il va lire ses mails, etc., etc., etc. Alors, chez les vétérinaires, eh bien, on voit qu'il y a un pourcentage particulièrement important de workaholic. Il y a au moins un tiers, en tout cas, oui, environ un tiers des vétérinaires qui sont des workaholics, qui sont addicts au travail. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait d'être addict au travail, c'est mauvais pour sa propre santé. On a une très très mauvaise santé dans ces cas-là parce que on est sans arrêt au boulot. Donc, on nuit à sa santé psychologique et physique. Ça nuit aux relations avec son entourage familial parce qu'on n'est jamais disponible pour son entourage familial. Ça nuit à son entourage professionnel parce que on ne veut jamais déléguer ses tâches. C'est toujours à moi de faire. Toi, tu sauras pas faire, etc., etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait d'être workaholic
ne conduit pas à être plus efficace professionnellement. Parce que souvent, le workaholic, c'est un perfectionniste qui va reprendre son boulot une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, va vouloir vérifier tout, etc. Donc, va être relativement peu performant. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable du tout pour l'individu et pour son organisation. Alors, chez les vétérinaires, on voit qu'il y a environ donc un tiers des vétérinaires de l'échantillon qui a un rapport de dépendance toxique. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, chez les vétérinaires, ce sont les femmes qui ont les degrés de workaholisme plus importants que les hommes. Ça, on retrouve ça dans d'autres types de professions, dans d'autres études. Ce n'est pas spécifique non plus aux vétérinaires. Et ce qui est important, c'est que de voir aujourd'hui, c'est que les jeunes, dont on a vu, ils avaient le burn-out le plus élevé, les jeunes ont un degré de workaholisme plus élevé que les plus âgés. Alors, il y a un autre sujet qui est très important, qui est donc les idéations suicidaires. Donc là, c'est un peu inversé par rapport à ce qu'on disait par rapport au prorata des hommes et des femmes. Oui. Alors, les idéations suicidaires, donc on les a testées à travers 3 questions qui viennent d'une échelle de mesure psychiatrique qui est validée. Donc ici, on s'est intéressé aux idéations suicidaires au cours des dernières semaines. Et on voit que ceux qui ont eu des idéations suicidaires au cours des dernières semaines, entre assez souvent, fréquemment ou tout le temps, ça représente 4,8% de la population de vétérinaires. Et si on rajoute ceux qui ont eu des idéations suicidaires occasionnellement, eh bien on arrive à 23%, presque un quart des vétérinaires. Ce qui est plus important que dans les données nationales, parce que si on regarde les données nationales, les questions portaient sur les 12 derniers mois. Donc, c'est une échelle de temps beaucoup plus longue. Nous, on a demandé simplement au cours des dernières semaines. Et vous voyez qu'au cours des dernières semaines, au cours des 12 derniers mois, on a des pourcentages qui sont moindres en population générale comparativement aux vétérinaires. Alors, on a des différences. Oui, parce que il y a des caractéristiques qui vont, des choses qui vont induire oui. Dans ces tentations de suicide. Alors, l'envie de suicide, elle est plus importante. Oui, excusez-moi, sur les femmes et sur les hommes. Donc, l'envie de suicide, elle concerne plus les hommes que les femmes, mais les tentatives de suicide concernent plus les femmes que les hommes. Hein. Donc, on a des différences entre de genres qui sont assez complexe. Donc, ces envies de se suicider, ces idéations suicidaires concernent davantage les personnes qui vivent seules. Et ça, c'est une variable que l'on retrouve très, très souvent. Effet bénéfique pour les hommes comme pour les femmes. Donc, on n'est pas, ce qu'on était tout à l'heure, sur le burn-out. Et le fait d'avoir un conjoint vétérinaire est une variable salutogène ici. Mais le fait d'avoir un conjoint vétérinaire protège en partie des idéations suicidaires. Donc, les causes identifiées dans notre étude, eh bien, on s'aperçoit que les idéations suicidaires sont liées aux troubles somatiques. On a passé rapidement sur les troubles somatiques, mais je pense que c'est une variable à prendre en compte en termes de prévention, parce que les troubles somatiques conduisent à la dépression, conduisent aux antidépresseurs, conduisent au burn-out. On sait, à contrario, que le sport est une variable vraiment importante aujourd'hui, quelle que soit la maladie. On sait que le sport c'est un antidépresseur important. Il y a plein d'études qui sortent sur le sujet. Donc, pour le cancer, pour faire face au cancer, etc., etc. Donc ici, je crois que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, il y a une association avec le nombre d'heures travaillées par semaine. C'est une tendance, hein, c'est pas une grosse association. Donc, plus on travaille d'heures par semaine, plus on a envie de se suicider. Le nombre d'astreintes et de gardes, c'est à nouveau une tendance, c'est lié aux idéations suicidaires. Et puis, le nombre de jours de repos pour arrêt de maladie dans les 2 dernières années. Voilà, il y a les idées, puis maintenant il y a le passage à l'acte. Alors, en ce qui concerne donc le passage à l'acte, on a à peu près 5% de vétérinaires qui ont déjà fait une tentative de suicide. C'est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, mais ça, on observe ça en population générale, quel que soit le pays. Les femmes font plus de tentatives, les hommes font plus de suicides réussis, si on peut parler de suicide
réussi. Donc, on voit que les tentatives de suicide, à nouveau, c'est lié davantage aux personnes qui vivent seules, qui exercent seules en libéral. À nouveau, on a l'effet protecteur du conjoint vétérinaire, mais ici, sur les tentatives de suicide, sur les tentatives, il n'y a pas d'incidence de l'amplitude horaire ou du nombre de clients reçus. Donc, les conditions la charge de travail objective ne joue pas forcément. Donc, Michel, peut-être vous pourriez intervenir réagir par rapport à tout ça, notamment donc sur cette diapositive-là aussi, sur le fait que c'est un sujet qui sont pas forcément faciles à aborder. Est-ce que les vétérinaires consultent des confrères médecins? Parce que chez les médecins, nous, on sait que les médecins ont du mal à consulter les confrères quand ils ont des problèmes de ce genre. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, là, Michel, sur tout ce qu'on vient d'entendre? Mais écoutez, très rapidement, parce que je pense que le temps passe, il nous a rattrapés, je le vois. J'aurais beaucoup de choses à dire, naturellement. Le suicide, autant finalement le burn-out, c'était pas une question qui était évoquée par les praticiens de ma génération ou des générations au-dessus. La question du suicide, elle est quand même prégnante dans la profession depuis longtemps. Mais là, je suis très, très heureux de savoir qu'on a conduit une démarche scientifique qui permet de quantifier les choses, parce qu'il y avait toujours des discours contradictoires sur la réalité du suicide dans la profession. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire. Moi, ce que j'ai relevé, surtout ce qui m'a beaucoup intéressé et étonné au départ, c'est la notion d'addiction au travail. D'ailleurs, je me suis bien retrouvé là-dedans. Mais bon, je salue surtout, on peut pas aller plus loin parce que je vois que le temps passe, l'initiative du Conseil national de l'ordre que je salue véritablement. Et puis, comme tout vétérinaire, eh bien là, on vient de parler du diagnostic. Moi, ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est le traitement. Alors, Corinne, on va vous laisser la main sur ce sujet. Y a-t-il des pistes? Alors, il y a des pistes, il y a de nombreuses pistes. C'est complexe parce que vous avez vu que la notion de burn-out, d'idéation suicidaire, allait chercher leurs origines quand même dans une multitude de causes. Si on essaye de repartir des 8 stresseurs de la profession, on a vu que le premier, c'était un problème de surcharge de travail, de non-adaptation et de non-équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Je pense que sur ces questions-là, sur notre organisation du travail, peut-être qu'il y a des formations en management du travail qui sont à faire, qui sont pour apprendre à mieux nous organiser, mais de toute façon, il va falloir qu'en fait, tous ensemble, on s'approprie le problème et qu'on se pose des questions. C'est-à-dire, quelle est la place du travail dans notre vie? Et c'est des questions que presque individuellement parlant, on peut se poser chacun. Quelle place on donne à notre travail dans notre vie? Et est-ce que cette place est en accord avec celle que j'aimerais lui accorder? Si ce n'est pas le cas, ce qui semble être une vérité, quels sont les freins qui vont m'empêcher de modifier certaines de mes conditions de travail? Et pour quelles raisons est-ce que moi, vétérinaire, je vais être sensible à certaines situations et je vais abandonner mon organisation du travail pour répondre oui aux clients qui appellent à 7h moins 5 avec un animal qui est malade depuis plusieurs jours, et je vais quand même le faire venir au détriment de mon organisation du travail et de mon équilibre vie privée, vie professionnelle. On connaît tous ça. On a beaucoup de mal à dire non. Et on sait très bien que c'est dans la majorité des cas pas pour des raisons financières. Et pourquoi est-ce qu'on n'ose pas de temps en temps dire non et dire ben là maintenant ça suffit, il faut que je m'arrête pour ma santé, et si je suis en bonne santé, derrière je soignerai mieux. La quatrième phrase, elle est un petit peu trash, mais je l'ai mise quand même, c'est-à-dire quelle est ma part de responsabilité dans mon mal-être. Le but n'est pas de culpabiliser les vétérinaires et de dire que c'est de leur faute s'ils ne vont pas bien, mais en fait, quelle responsabilité j'ai dans l'organisation du travail, et si j'admets cette responsabilité, peut-être que je vais pouvoir bouger certaines choses. L'investissement du professionnel, il devient souvent trop lourd à porter. Il va falloir qu'on apprenne à communiquer de façon à aborder la problématique. On l'a vu d'un point de vue personnel avant, c'est-à-dire essayer de se poser à un moment et de se poser des questions, mais aussi en équipe, c'est-à-dire que les vétérinaires travaillent de plus en plus souvent en équipe,
Et il va falloir que tout le monde soit d'accord pour mettre en place une organisation du travail qui permette à tous de s'épanouir correctement. De façon à chercher des raisons de la surcharge de travail. Il y en a certaines qu'on ne pourra pas bouger, surtout en ce moment avec les difficultés, des tensions sur le recrutement, mais il y a certaines choses que l'on doit pouvoir modifier. Pourquoi est-ce que nous l'acceptons sans chercher ces solutions? Apprendre à dire non, mettre ses limites. Apprendre aussi à comprendre nos émotions, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une réaction, elle correspond à une émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peine? Est-ce que c'est de la tristesse pour un client? Est-ce que c'est de la crainte financière? Est-ce que c'est de la crainte pour les agressions sur les réseaux sociaux qui viennent effectivement nous polluer notre environnement professionnel? Et sur ces émotions, une fois qu'on les a identifiées, on arrivera plus facilement à mettre une réponse. Il faut aussi qu'on apprenne à écouter notre entourage, autant professionnel que privé. C'est jamais agréable de s'entendre dire là tu vas trop loin, là il faut que tu t'arrêtes, là tu ne vas pas bien, là tu vas tellement mal que tu mets en péril toute l'organisation de la clinique, que tu mets en péril tes rapports avec tes ASV, avec tes salariés. C'est souvent difficile à admettre, mais une fois qu'on l'a admis, on change sa façon d'être, on change sa façon de se comporter, on change l'organisation globale et souvent ça va mieux. Et puis, il faut qu'en tant que vétérinaire, on accepte le fait que l'on puisse faire des burn-out ou des surcharges de travail extrêmement importantes. On a passé un peu vite sur la diapo, mais les vétérinaires, on consulte peu les médecins, on se soigne nous-mêmes, on s'imagine très, très fort. Et en fait, à un moment, on arrive au bout du bout et là, c'est plus rattrapable. Alors, le droit à l'erreur, c'est important. Hein, sur le droit à l'erreur, ça, c'est important. Il va vraiment falloir travailler dessus. Vous m'avez appris que les professions de médecins travaillaient dessus depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place à l'heure actuelle dans les écoles vétérinaires, pour en avoir parlé avec certains directeurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'assistante, on doit être nombreux à dire bah non, on nous a jamais parlé de ça, comme on nous a pas beaucoup parlé de management. Hein, on parlait des tensions entre collègues, les conflits au sein des cliniques et les tensions entre collègues, c'est avant tout apprendre à manager correctement une équipe et on n'est pas forcément tous si forts que ça là-dessus. Est-ce que ce droit à l'erreur, cette peur de l'erreur correspond à des facteurs de personnalité? Didier Truchot nous a parlé de perfectionnisme, à des difficultés de recrutement, j'entends de recrutement sur certaines personnalités qui rentrent et qui font des études de vétérinaire. Les écoles sont en train de se poser des questions. De formation, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la profession s'autorise un droit à l'erreur, que tout le monde admette que tous les professionnels font des erreurs, qu'il faut en parler, qu'il faut échanger par rapport à ça, sans tabou ni jugement, de façon à faire des retours sur erreurs qui nous permettent derrière d'éviter de refaire certaines erreurs. Il y en a certaines qui sont rattrapables, il y en a qui ne le sont pas, mais on apprend de nos erreurs. Et je pense qu'il va falloir qu'on rééchange sur ce qui est fait en médecine, parce qu'il y a un vrai modèle à prendre. Moi, ce qui m'avait surpris au moment des résultats, c'est d'entendre Didier me dire, mais c'est la seule profession où je trouve une telle peur de l'erreur. Et dans les professions médicales, il y a plus une peur des conséquences judiciaires des erreurs, mais l'erreur en elle-même, elle semble admise, elle semble acceptée et analysée. Alors, on arrive un peu sur la fin, donc on a même un peu dépassé. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, nous parler un petit peu rapidement du stress et du management? Et puis, on va pouvoir conclure, parce qu'on a dépassé un petit peu l'heure, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va encore avoir quelques minutes. Alors, la gestion du stress et le management, en fait, pareil, Didier Truchot vient de le dire, il faut qu'on apprenne à soigner notre sphère privée, à retrouver du temps pour nous, de façon à pratiquer une activité physique, spirituelle, un hobby. C'est indispensable à un équilibre humain correct. Le temps, à partir du moment où on pense que c'est une priorité, je pense que chacun peut arriver à le trouver, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nos hygiènes de vie ne sont pas toujours excellentes. Hein. On travaille beaucoup, beaucoup sont addicts, beaucoup sont des travailleurs excessifs. Du coup, on se nourrit mal, on mange mal. Et c'est finalement
des répercussions sur l'ensemble de notre santé qui vont se faire ressentir. Je pense qu'il est important de ne pas ramener nos problèmes à la maison, qu'il est important de ne pas forcément, lorsqu'on rentre, ressasser tout ça. Il faut parler d'autre chose avec notre entourage parce que sinon, il n'y a plus de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puis, pour ce qui est du problème du morcellement du travail, eh bien, réorganiser notre travail, arrêter l'hyperconnectivité, mettre en place un certain nombre de mesures pour ne pas être forcément dérangé constamment. Il n'y a aucune question, il y a très peu de questions dans une clinique vétérinaire qui a besoin d'une réponse immédiate et peut-être qu'il faut réorganiser souvent. Il faut apprendre aussi à passer s'interrompre. Voilà. Soit et son équipe. Soit et son équipe, c'est-à-dire dire à notre ASV, les questions, vous me les posez entre les consultations, mais vous me laissez consulter. Il faut plusieurs minutes pour arriver à se reconcentrer une fois qu'on a eu à répondre à une question. Et on a tous connu ça, moi la première, s'il y a plusieurs ASV, s'il y en a 2, 3, que chacune, pendant la consultation, vient nous poser sa question. Alors d'abord, déjà dans la question, il y a souvent des grosses ruptures du secret professionnel. Ça, moi, je le constate tous les jours dans mon exercice quotidien et j'ai des fois du mal à le faire comprendre à mes ASV. Et puis, la deuxième chose, c'est que de toute façon, il n'y avait pas forcément une urgence à répondre tout de suite. Donc, la question, elle peut être posée après. On peut demander au client de rappeler ou le rappeler derrière. Le management en question, ça, c'est la grande question. Je pense qu'il faut faire des formations en management, qu'il faut même des formations courtes, qu'il faut apprendre à échanger entre les équipes, mais à échanger avec bienveillance, à échanger en acceptant les propos d'autrui. Il va falloir valoriser le climat social, il va falloir apprendre à intégrer les nouveaux salariés ou même les collaborateurs libéraux ou même ceux qui rentrent dans une clinique avec bienveillance, les présenter. C'est très, très important pour la jeune génération. Le premier jour où ils arrivent dans un travail, il est fondamental sur leur perception de leur travail. Et si on arrive, qu'on lui donne une blouse et qu'on l'envoie dans sa salle de consultation, comme moi je l'ai vécu il y a 38 ans, avec le premier client qui rentre et où finalement vous connaissez personne, vous ne connaissez même pas le mode de fonctionnement de la clinique, c'est compliqué derrière de s'intégrer. Améliorer les retours sur l'efficacité du travail, sur la reconnaissance du travail accompli, et ça aussi, c'est quelque chose qui est réclamé à corps et à cri par la jeune génération. Ils se plaignent d'une non-reconnaissance. On sait toujours dire quand ça ne va pas, on ne sait jamais dire quand ça va bien. Il faut favoriser la formation professionnelle. C'est aussi une énorme demande de nos jeunes générations. Veiller à l'équité entre les salariés et il y a sans doute un petit peu de travail à faire là-dessus. Et puis, se poser aussi les questions sur les rémunérations, sur l'accord éventuel d'avantages supplémentaires. Se poser aussi peut-être des questions sur la convention collective des salariés vétérinaires. Alors oui, effectivement, les salaires des grilles sont des salaires minimums. Il ne faut pas aller en dessous. Mais est-ce que ces salaires, à l'heure actuelle, sont toujours d'actualité ? On a des jeunes salariés qui sortent après 7 ans d'études et ça se lit dans les verbatims. Si on applique de façon très stricte la convention collective, ils trouvent quand même que par rapport à l'effort investi pendant leurs 7 ans d'études, au sacrifice investi, c'est une assez faible rémunération. Alors, 2 petits commentaires il y a des commentaires là dans le chat sur la culture positive de l'erreur. Donc, c'est vrai que dans la santé humaine, on développe beaucoup, on essaie de développer beaucoup ça. C'est-à-dire que l'erreur, finalement, c'est humain. On n'arrivera pas à les empêcher. En revanche, les systèmes sûrs sont ceux qui savent les récupérer. Oui. Et donc, c'est un apprentissage culturel à faire, évidemment, mais c'est super intéressant. Donc, il y a une thèse, effectivement, qui a été faite par Leïla Seguir, qui est très intéressante sur ce sujet, donc je vous invite à en prendre connaissance. Donc, si on la mettra sur le site. Et Michel, peut-être on vous donne la parole pour le mot de la fin. Oui, écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Le droit à l'erreur, ça c'est formidable parce que l'erreur a trop souvent été confondue avec la faute. Bon, pour moi, disons, cette étude est formidable. Je pense, merci d'ailleurs, bravo au Conseil national de l'ordre des vétérinaires d'avoir pris cette initiative.
Bravo au professeur Truchot et à son équipe d'avoir conduit une analyse scientifique. Je pense qu'il va donner des outils à la profession et à chacun des vétérinaires pour rebondir. Je crois que l'Ordre des vétérinaires est pleinement dans sa mission sociale ici et je pense qu'il faut malgré tout exploiter ces travaux, je dirais les faire connaître et puis retenir aussi, ne pas oublier quand même que le travail reste une valeur essentielle et positive dans la vie professionnelle, surtout quand on effectue un métier qui est un véritable métier de passion. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'était formidable. Est-ce que j'ai 30 secondes? Oui, 30 secondes, bien sûr. Alors, juste 30 secondes. Donc, on vous a mis sur la diapo précédente les références de soins aux professionnels en santé qui vient compléter tout le travail de Veto Entraide. Alors, outre une plateforme d'appel gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant à un vétérinaire en profonde détresse d'avoir immédiatement un avis d'un psychologue, voire même de pouvoir consulter un médecin généraliste, un psychiatre en urgence si le psychologue détecte chez lui des idéations suicidaires et une possibilité de passage à l'acte. Sur le site de soins aux professionnels en santé, il y a aussi des webinaires qu'ils appellent des IJAD qui vont traiter de différentes problématiques sur la façon de gérer le stress, sur la façon de mieux s'alimenter, sur la façon… en fait, c'est vraiment destiné aux professionnels en santé et sur toutes ces problématiques et ces pistes pour essayer d'aller mieux. Il y a aussi, depuis peu, des webinaires qui sont organisés par le syndicat. Le premier a traité des risques psychosociaux dans la profession vétérinaire. Il était extrêmement intéressant aussi à suivre. Et il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont traiter de différentes thématiques comme sur le cyberharcèlement, sur justement la gestion du stress, sur toutes ces problématiques pour faire en sorte que la profession aille mieux. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que cette étude qui a été pilotée par Veto Entraide et par le Conseil de l'Ordre, il ne faut pas oublier Veto Entraide, elle a vraiment l'avantage d'avoir mis en avant un certain nombre de problématiques dont l'ensemble de la profession est en train de s'approprier les résultats. Et vraiment, il y a un énorme travail fait par le syndicat en ce moment là-dessus. Et je pense que tout le monde aura tout intérêt, c'est en multipliant les possibilités de webinaires, les possibilités de formation assez courtes, hein, comme sur des webinaires de 1 heure, pour essayer de trouver chacun d'entre nous des solutions. Eh bien, écoutez, on a vraiment dépassé l'heure, mais tant pis, c'était super intéressant. Donc, merci à vous trois pour votre participation, pour cette enquête super intéressante. Donc, je vous rappelle que pour tous ceux qui voudraient revoir ce webinaire, il sera disponible en ligne d'ici quelques temps, de 8 jours. Et peut-être que l'enquête, je ne sais pas, elle est peut-être à disposition, on peut la consulter. Elle est sur le site, sur le site de l'Ordre, elle est voilà. aussi les résultats sont aussi sur le site de Veto Entraide. Donc, en fait, vous les trouvez sur les deux sites. Il y a un texte de 80 pages. Alors, il y a 80 pages et il y a un petit résumé pour… ceux que ça intéresse de pouvoir approfondir, bien sûr, donc vous pouvez aller sur ces sites pour aller consulter. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout. 40 personnes au départ, on a comme 34 au final. Donc, merci de votre constance et de votre écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires sur le sujet des vétérinaires, mais aussi sur des sujets pour la santé humaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci Michel. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Oui, il nous a arrêté. Et voilà.